Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Meryl se livre sur son quotidien avec ses 2 enfants extraordinaires. On y parle certes de suivi, de gestion de crise, mais aussi de son épanouissement personnel nécessaire pour mieux prendre soin de ses enfants. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cette femme pétillante et remplie de ressources qui force l'admiration. Bonne écoute! Bonjour Meryl. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicafam, au podcast. Merci infiniment pour ça. De rien, avec plaisir. Alors, on va commencer par une présentation. Est-ce que tu pourrais commencer à te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Meryl, donc j'ai 36 ans, j'ai 2 petits garçons de 7 et 8 ans, formatrice dans l'industrie pharmaceutique, qui est quelqu'un qui bouge beaucoup et qui fait beaucoup de choses dans son quotidien, qui en a besoin en tout cas. Ok, parfait. Alors justement, on va commencer par le début. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton désir d'enfant? Est-ce qu'il était présent depuis l'enfance ou il s'est construit progressivement? Alors, désir pas réellement, mais je savais qu'à un moment, je voudrais des enfants. J'ai pas eu ce besoin pressant. J'ai des amis autour de moi qui ont eu des enfants jeunes. On était, pour certaines, au collège ou au lycée. Et je savais que c'était pas encore le moment pour moi. Mais j'avais déjà une date en tête. Je voulais mes enfants avant 30 ans. Par exemple. Donc je savais qu'entre mes 25 ans et mes 30 ans, il fallait que je trouve un papa. C'était un peu ça l'objectif. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ta première grossesse, déjà l'annonce de cette grossesse, comment tu l'as accueillie, cette annonce? Alors, cette grossesse, elle est arrivée un peu en mode surprise, hein. On savait qu'on voulait des enfants, on savait qu'on voulait pas tarder à avoir des enfants. Mais on était ensemble depuis à peu près 2 ans et demi, donc c'était assez tôt, on était fiancés déjà. Et donc quand c'est arrivé, on l'a accueilli vraiment de façon positive. Bon, on a un peu paniqué, on va dire les choses bien. On a un peu paniqué parce qu'on passe subitement de jeunes couples qui profitent de la vie à on va avoir un enfant là, il va falloir réorganiser les choses, ça va être différent. Mais c'était positif et puis la famille l'a très très bien accueilli, donc et on savait qu'on allait être entourés. Bon, c'est super. Et du coup, alors comment cette grossesse s'est déroulée? Au début, disons que les nausées sont arrivées en mode on m'a toujours dit ça dure 3 mois et puis non, ça n'a pas duré 3 mois, ça a duré très longtemps, voire jusqu'à l'accouchement. Oh là là. J'ai été arrêtée au bout d'1 mois et demi parce que je vomissais tellement que je n'avais plus d'énergie. 2 mois et demi de grossesse, j'avais perdu 10 kilos. Oh là là. Du coup, donc, tu pouvais pas t'alimenter? Tout ce que je mangeais finissait dans les toilettes. C'était vraiment hallucinant. C'était des grosses crises de vomissement. Quel que soit ce que je mangeais, j'ai tout essayé. J'ai essayé le gingembre, j'ai essayé tous les médicaments qu'il y avait dans la pharmacie. Mon gynécologue a fini par me mettre sous anxiolytique pour que je dorme au lieu de vomir. Mais anxiolytique, moi j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, mais il m'a dit si vous dormez, vous allez pas vomir. Donc c'était des anxiolytiques légers, hein. Du type, c'est même pas un vrai anxiolytique d'ailleurs. J'avais de l'Atarax, c'est un autre truc, je me souviens pas de l'autre. Donc comme ça me shootait, je vomissais moins. Mais j'ai continué quand même à vomir. Du coup, arrêté très tôt. J'étais en fin de contrat parce que j'étais en intérim. Et puis, je vomissais un peu moins, ça allait. Puis, boum, à 4 mois, contraction. Contraction. Donc, c'était un peu tôt.
J'ai pas trop compris ce qui se passait et c'était pas les contractions qu'ils appellent Braxton. Non, c'était des contractions efficaces puisque mon col a commencé à s'ouvrir. Alors juste petite précision, les contractions de Braxton, ce sont des contractions qu'on ressent mais qui n'ont pas d'impact sur le col. Voilà. C'est ça. Et moi, il y avait un impact sur le col puisque j'ai fait de mon 5e mois de grossesse à mes 37 semaines dilaté à 1,5. Donc, il y avait quand même un impact. Et à partir de là, ça a été des allers-retours incessants à la maternité. À l'hôpital. Voilà. Donc, c'était des crises de contraction pour tout, pour rien, au moindre effort. Et j'arrivais à l'hôpital, on me donnait des traitements et des protocoles d'autocolyse, comme ils disent, qui sont à base d'antihypertenseurs d'ailleurs, dont certains maintenant sont interdits chez la femme enceinte. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, on me gardait 2, 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, tout dépendait. Mais ça devait être hyper stressant. Et puis, tu devais à chaque fois avoir l'appréhension de est-ce que c'est le moment? Est-ce que je vais accoucher? C'est trop tôt? C'est ça. Et j'étais dans une maternité de niveau 2 dans mes souvenirs. Et il y a même eu un soir à mon 6e mois de grossesse où j'arrivais à mon 6e mois de grossesse où j'ai été transférée en ambulance dans une maternité de niveau 3 parce qu'ils se sont dit c'est ce soir-là, ils arrivaient pas à arrêter les contractions. L'hypertension ne faisait pas effet. Le transport en ambulance a amplifier les contractions puisque le truc danse sous tes pieds, enfin c'est pas du tout conçu pour ça. Et ce jour-là, ça nous avait quand même frappé parce que ils nous ont dit choisissez un nom. Et choisissez un nom et à votre terme préparez-vous quoi. On n'est pas sûr de ce qui va se passer. Ça devait être hyper angoissant. J'ai passé quand même avec des anxiolytiques, j'ai passé la majorité de ma grossesse à pleurer parce que c'était pas agréable, c'était stressant, je savais pas où je mettais les pieds. Je suis dans l'industrie pharmaceutique, donc quand on me prescrivait des médicaments, je regardais les contre-indications, les trucs, et je savais que c'était pas forcément idéal pour une femme enceinte. Enfin voilà, j'étais pas rassurée. Et du coup, est-ce que tu avais des appréhensions pour ce premier accouchement? Alors, j'en ai eu au début. Croyez-le ou non, je vais quand même aborder un sujet il y a des gens qui me diront non, ça marche pas, et il y a des gens qui me diront oui, j'ai testé. J'ai eu énormément d'appréhension, si bien que au moment j'ai dit à ma mère, j'étais enceinte de 2-3 semaines, j'ai dit à ma mère, mais maman, mais il va falloir qu'il sorte cet enfant. Et je veux pas accoucher. On va faire comment? Mais il va falloir. On va faire comment? Et ma mère connaît une dame qui est un peu énergéticienne ou magnétiseuse, je ne sais trop quoi, qui habite en Guadeloupe et elle était de passage en France. Elle a fait venir me voir et la dame m'a fait je ne sais trop quoi avec des points de pression sur le visage. Je devais tapoter des endroits sur mon visage qui sont des points d'acupuncture et me répéter que je n'avais pas peur d'accoucher. Ça a gommé ma peur d'accoucher. La meilleure partie de mes 2 grossesses a été mes accouchements. J'ai kiffé mes accouchements. C'est la première fois que j'entends ça. Non mais déjà j'ai kiffé parce que le stress était fini. C'était à 37 semaines, il y avait plus de risque d'accoucher prématurément. Bizarre à dire, hein. Moi mes 2 accouchements, je les ai vécus comme ça. C'est fini cette torture, ce truc de... Et en plus j'ai pas aimé être enceinte vraiment. La sensation du bébé qui bouge dans mon ventre, je n'ai rien aimé de ces grossesses, juste ces accouchements. Et du coup, alors, comment cet accouchement s'est passé? Est-ce que tu avais un souhait pour l'accouchement? Est-ce que tu voulais accoucher par voie basse, sans péridurale, avec péridurale? Alors, est-ce que tu avais des souhaits? Ah, moi, je voulais la piqûre, hein. La piqûre, c'est sûr, parce que j'avais trop de témoignages de femmes qui voulaient pas de péridurale et qui à la dernière minute l'ont demandé, l'ont pas eu et ont regretté et se sont dit si dès le début j'avais écouté les conseils de tout le monde, j'aurais eu ma péridurale et tout. Alors, même si je voulais ça, après ma maternité connaissait mon projet de grossesse, mon projet d'accouchement, comme j'ai perdu les os, dans ma maternité, ils ont un protocole très simple. Tu as perdu les os, on te propose la péridurale dès que tu arrives, même si tu n'as pas encore de contraction. Pourquoi? Parce que ils considèrent que quand tu as perdu les os, tu arrives tout de suite au niveau costaud des contractions. Alors que quand le travail commence sans perdre des os, tu as le temps de t'habituer à la douleur progressivement. Donc je suis arrivée, ils m'ont proposé la péridurale, j'ai quand même fait ma fière, je leur ai dit, on peut attendre quelques minutes que je ressente c'est quoi des contractions, vraiment les vraies contractions, parce que j'avais eu beaucoup de contractions pendant ma grossesse, mais qui étaient différentes de ce que j'ai vécu pendant le travail. Donc j'ai fait 15 minutes de contraction, après je leur ai dit la piqûre s'il vous plaît. Ça me suffit, je sais ce que c'est. On peut passer à autre chose.
Donc voilà, j'ai eu la péridurale. Moi, c'était particulier parce que je voulais accoucher. Ma maternité est très moderne. Hein, c'est une des maternités, c'était l'hôpital Foch. Donc c'est une maternité qui est dans Baby Boom. Où on te montre des baignoires, des trucs super modernes. Foch, c'est dans le 92. Exactement, c'est à Suresnes. Ouais. Et donc du coup, je voulais être dans cette salle. Sauf que je suis allergique au latex. Et donc on m'a enfermée dans un placard sans latex. J'ai accouché dans une salle, mais rikiki, toute petite, mais en tout cas, tout est équipé pour qu'il y ait aucun matériel avec du latex, parce que c'était pas le moment que je fasse une œdème de Quink, concrètement. Donc ça du aussi, coup, j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est important d'en tenir compte. Voilà. Sûr. Du coup, j'ai accouché dans cette petite salle et ça s'est bien passé. Le travail a été, je trouve pas long, 16 heures entre la perte des os et l'accouchement. Il avait quand même du mal à sortir. En tout cas, mon premier accouchement, ils ont dû utiliser les ventouses. Bien sûr, en me menaçant de si vous n'y arrivez pas, ça va finir en césarienne, alors que au moment, je leur ai dit, mais je suis fatiguée, j'ai faim. Si vous me donnez pas à manger, j'ai pas de force pour pousser. Non, mais ça encore, ça c'est un sujet, hein, de donc, ne pas que les femmes n'aient pas le droit de boire ni de manger, alors que c'est l'accouchement, c'est peut-être la pire épreuve de leur vie. Mais oui. Et sans manger, sans boire, c'est juste horrible. C'est ça. Donc moi, j'étais affamée et je suis quelqu'un, je fais de l'hypoglycémie, donc j'avais faim, j'avais plus d'énergie. Les gens te disent pousser, ben si tu pousses, mais que ton niveau d'énergie n'est pas le même. Genre j'ai commandé les sages-femmes pour un Twix. Tu vois, j'étais en train de les supplier, mais juste un Twix, un tout petit peu chouïa. Mais j'avais besoin d'énergie, donc ça a été un peu compliqué par rapport à ça. Donc ils ont utilisé les ventouses et du coup j'ai un petit bassin. Ils se sont beaucoup questionnés avant mon accouchement de est-ce que j'allais pouvoir accoucher par voie basse. Donc ils m'avaient fait une radio quand même ou une imagerie pour vérifier si ça passait au niveau du bassin. Donc ça passait, par contre difficilement. Du coup ils ont dû lui casser la clavicule pour le faire sortir. Donc mon petit bout était assez chafouin les 2-3 premiers jours parce que il avait mal. Bah oui. Donc voilà. Mais au moins ça s'est bien passé. Et puis après les ventouses de la tête un peu bizarre. On m'avait pas averti parce qu'ils tirent sur la tête et donc du coup c'est un peu déformé. Ça a mis 2 jours un peu à se remettre. Reprendre sa forme. Et qu'est-ce que t'as ressenti alors quand on t'a posé ton fils Ah mon Dieu, l'amour de ma vie. Je vais vous faire rire. Mais subitement c'est un amour qui... Déjà j'aimais mon bébé dans mon ventre, mais j'essayais de pas trop m'attacher parce que j'avais une grossesse compliquée. Donc j'essayais de quand même rester distante en me disant on sait jamais. À partir du moment où je savais que c'était le moment de l'accouchement et qu'il y avait de fortes chances que ça arrive, que la fin soit positive, j'ai commencé à ressentir un peu déjà cette vague d'amour. Quand on me l'a posé sur le ventre, tout l'amour, enfin j'ai l'impression que tout l'amour par exemple que je pouvais ressentir sur son père, j'en ai récupéré un peu par là et j'ai mis tout sur lui. C'était vraiment à partir de ce moment-là, tu te dis mais s'il lui arrive quelque chose, je tue la personne. Et en plus, comme il a eu un peu de mal à sortir, donc il avait un peu bu, je sais pas, de liquide et tout, ils l'ont pris. Je l'ai entendu à peine pleurer, ils l'ont amené, le papa a suivi les sages-femmes dans une autre pièce, et moi j'étais là pendant l'espace de 5 minutes à me dire, mais où est mon bébé? Donnez-moi mon enfant. Et j'étais en train de râler après les sages-femmes, en train de leur dire, mais où est mon enfant? Je l'entends pleurer, mais il n'est pas sur moi. Donc elles me l'ont ramené, et je l'ai mis au sein tout de suite. C'était dans mon projet d'accouchement, je voulais mettre mes enfants au sein tout de suite. D'accord. Et justement, alors, tu as donc choisi l'allaitement? Oui. L'allaitement exclusif? Exclusif. Et comment cet allaitement s'est passé? Est-ce qu'il s'est bien mis en place? Impeccable. Il s'est bien mis en place, pas grâce aux professionnels de la petite enfance et à la maternité, puisque du coup, moi j'ai fait le choix, j'ai accouché le matin, 8h et quelques. J'ai fait le choix de laisser mon fils en pouponnière le premier soir parce que j'avais besoin de récupérer de mon accouchement et je savais que j'allais galérer la nuit et que voilà. En plus, on n'a pas encore de lait, ça sert à rien, on le met au sein mais c'est pas efficace. Et donc du coup, ils l'ont récupéré, je leur ai bien précisé, si il se réveille, ramenez-le-moi. Et ne lui donnez pas de lait. Sauf que le matin, quand ils me l'ont ramené à 5h, il y avait des biberons dans son couffin. Donc ils lui ont donné du lait. Et donc j'étais très en colère parce que ça peut mettre en péril un allaitement. Bien sûr. Et donc du coup, finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai insisté. On m'a beaucoup dit, oui, mais il prend pas de poids, il perd du poids, vous devriez essayer les compléments. J'ai lutté, et au final,
L'allaitement s'est très bien passé. J'ai allaité jusqu'à ses 1 an et 4 mois, sachant que son petit frère a 13 mois de différence avec lui, donc j'ai allaité les deux en même temps pendant quelques temps. Co-allaitement. J'ai fait un co-allaitement. Oh là là, ça devait être trop beau. Et du coup, alors comment ce postpartum s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Ton retour à la maison avec ton bébé, les premiers pas dans la maternité? Alors, les premiers pas dans la paternité, je suis chanceuse parce que j'ai des grandes sœurs et des grands frères. Donc, j'avais déjà vu comment on s'occupe de nouveau-nés. Donc, du coup, j'étais pas perdue. Faire le bain, s'occuper de faire le cordon ombilical, les soins et tout, j'étais pas du tout perdue. Et j'ai fait le choix tout de suite de laisser, quand les sages-femmes venaient dans la chambre et les puères venaient dans la chambre pour nous montrer des gestes, j'ai fait le papa y aller. Moi, j'avais pas besoin. Moi, j'avais besoin de dormir. Moi, je suis une grosse dormeuse. J'avais besoin de dormir, donc je l'ai laissé aller et je me suis dit, si il prend pas le pas maintenant, il va se retrouver comme de nombreux papas, pas en manque de volonté, mais avec la peur de mal faire. Et donc, il va pas faire. Donc, je l'ai laissé. Il a fait du pot à pot, il a fait les premiers bains. Moi, je pionçais à côté. Clairement. Et quand on est arrivé à la maison, je me suis sentie très déstabilisée avec ce couffin dans les mains. Je savais pas où le poser, quoi faire avec. On est un peu gauche quand on rentre à la maison. Est-ce que j'ai même pas failli cogner le couffin dans la porte? Parce que tu rentres avec un nouveau bébé et en même temps tu es encore dans ta phase de c'est moi qui ai réussi à fabriquer ça. Et c'est une sensation très bizarre. Mais j'ai ressenti le besoin de partir. Il y avait du monde à la maison parce que mes parents habitent en Guadeloupe et ils étaient venus pour la naissance du petit, et j'ai dit à mon ex-mari, parce que je ne suis plus mariée, j'ai dit à ce moment-là, écoute, j'ai besoin de partir, d'avoir un moment pour moi. Et donc je l'ai laissé tout un après-midi. Ça, c'était au bout de combien de temps? C'est le jour du retour de maternité. D'accord. Le jour du retour de la maternité, je suis arrivée, il y avait du monde à la maison, je me suis sentie oppressée. Fallait que je sorte. Et donc je suis partie, je suis allée faire du shopping. Parce que en fait, comme je n'ai pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse et que j'étais alitée, je n'ai pas acheté de vêtements confortables, de vêtements de grossesse. J'ai mis mes vêtements que j'avais tous les jours, puisque mon ventre rentrait dedans, concrètement. Et là, j'avais besoin de m'acheter des leggings, des pyjamas, des trucs pour traîner à la maison, des soutiens-gorge d'allaitement. Donc, je suis allée faire du shopping à 15-20 minutes de la maison. Je l'ai laissé peut-être 3 heures avec un nouveau-né allaité. Et je suis rentrée et tout s'était bien passé. Il n'avait pas paniqué. Et donc, de là, je me suis dit, j'ai eu mon moment pour moi. Mais je sais que je peux lui faire confiance pour lui laisser un nouveau-né si j'ai besoin de partir. Et j'ai très bien fait et ça s'est toujours bien passé. Et du coup, en plus, dans ce que tu dis, tu t'es écouté, tu as ressenti le besoin de partir, de sortir pour aller souffler un peu et puis penser un peu aussi à toi. Et ça t'a fait du bien. Et en plus, ça t'a rassuré effectivement sur ses capacités à s'occuper du bébé. Donc ce postpartum, il s'est plutôt bien passé, pas de baby blues au début. Alors non. J'ai eu juste une journée particulièrement difficile avec mon fils qui pleurait, où j'ai appelé son père en lui disant rentre du travail. Parce que là, je m'en sors pas, j'ai pas envie de me retrouver à secouer l'enfant parce que j'arrive pas à le calmer. J'en étais pas encore là, mais j'ai eu ce réflexe parce que j'avais entendu parler de ça. Et donc, je lui dis rentre du travail parce que là, je m'en sors pas. Et c'est la seule fois où j'ai vraiment été en difficulté. Et sous l'émotion, à pleurer, à me dire mais je sais pas comment calmer mon enfant. Jusqu'à là, le sein, ça le calmait, mais là, le sein ne le calmait pas, je sais pas ce qu'il avait. Sinon, tout le reste, franchement, postpartum impeccable. Idéal. Tous les gens qui m'ont vu pendant mon postpartum, j'étais super énergique, je sortais, je faisais les magasins avec un bébé dans mes seins. Après, moi, je suis très à l'aise avec ça. J'ai allaité en public. J'ai refusé de couvrir mes enfants. De te cacher pour nourrir ton enfant. Moi, je suis claustrophobe. Donc, on me met une couverture sur le visage pour manger, je peux pas. Donc, j'estimais que mon enfant n'allait pas supporter ça. Donc, je marchais dans la rue avec un enfant dans mon sein. S'il lâchait mon sein, c'est pas grave, les gens ont déjà vu des tétés. Je faisais ma vie. Et personne n'est mort. Personne n'est mort. J'ai eu une altercation une fois avec une femme. C'est parce que ma mère était là qu'elle s'est pas pris une claque. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas eu trop de problèmes. Et à partir de quand tu as commencé à repérer des signes qui t'ont interpellé chez ton fils? Je pense entre ces 5 mois et 6 mois. Je trouvais donc que c'est très tôt, hein? Très tôt, j'ai eu des doutes. Je trouvais que c'était pas un bébé dans l'interaction. Un enfant allaité, et je voyais mes copines allaiter, Moi, comme j'étais à fond dans l'allaitement, j'étais à la Leche League, je rencontrais des mamans qui allaitent et tout ça. Les enfants étaient baignés dans les yeux de leurs parents. Il y avait un échange. Mon fils, je pense que j'étais la vache à lait, était là. Il y avait pas d'échange. Bien souvent, il avait les yeux fermés, ou il me poussait, genre, limite, laisse-moi tes seins et toi, j'ai pas besoin de toi.
Donc j'ai commencé à voir ça un peu après ces 6 mois. Je commençais à me rendre compte, parce que j'allais à l'époque sur des groupes Facebook à l'époque, de mamans qui étaient du même terme que le mien. Il n'était pas aux mêmes étapes. Se retourner, lever la tête. Il était toujours un peu à la traîne par rapport aux autres. Tu en parlais au pédiatre, du coup? Non. Je me disais, chaque enfant son rythme. Tu te questionnais, toi? Enfin, ce sont des choses qui t'interpellaient, mais c'est ça. Tu attendais de voir. J'ai attendu un peu plus tard pour vraiment dire au pédiatre que j'avais des soupçons. Ce qui m'a le plus marqué, c'est on le laissait dans son berceau et il passait son temps à jouer avec les tours de lit. Il défaisait des nœuds de tours de lit. Un bébé, hein. Il jouait tellement dedans qu'il défaisait des nœuds et qu'il regardait tout le temps au plafond, le regard fixe. Après, il s'est développé au fur et à mesure. Arrivé à ses 1 an, il a commencé à marcher un peu. Il était en crèche familiale. C'est une dame qui avait une 60aine d'années, qui avait l'habitude des enfants et commençait déjà à nous alerter sur certains petits trucs. Quand on a essayé aussi de faire la diversification alimentaire, ça s'est très très mal passé. Il régurgitait, il supportait pas les textures, les goûts étaient, voilà. On a eu tous ces petits trucs-là. Et puis au bout d'un moment, le temps est passé et vers ces 18 mois, je me suis rendu compte que j'avais un enfant qui comptait déjà jusqu'à 10 ou je sais pas trop quoi, 18 mois. En général, les enfants, s'ils comptaient jusqu'à 5, c'est déjà beaucoup. Il comptait, mais il disait pas ni maman, pipi, caca. Enfin, vraiment, il était bloqué sur ça. Compter. Au début, ça m'inquiétait pas parce que son papa s'amusait à compter avec lui. Je me disais, il reproduit. Mais c'était devenu tellement une obsession que ça gommait tout le reste de son développement. Et là, j'ai fini par en parler au médecin, vers ses 18 mois. Et du coup, alors, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que c'est le pédiatre qui a posé le diagnostic ou pas? Alors, j'ai dû changer de pédiatre 3 fois, et c'est le 4e pédiatre qui a fini par m'écouter. Les premiers pédiatres, ils n'arrêtaient pas de me dire, on va faire un bilan dans combien de temps, on va faire le bilan à cette période-là, voilà, on va, et rien ne se faisait. Et au final, c'est ma sœur qui m'a orientée vers une pédiatre qui habitait à l'époque très loin de chez moi, à Lagny. J'habitais dans le 78, enfin, c'est vraiment à 1h30 de route quasiment. Et qui, dès le premier rendez-vous, elle a vu mon fils, 15 minutes, elle a essayé de l'ausculter. Il se laissait pas ausculter, hein. Déjà depuis petit, il refusait qu'on le touche, surtout des étrangers. Et il était même très violent. Et à la fin du rendez-vous, elle m'a tout de suite dit, je vais vous orienter vers un diagnostic d'autisme. Et là, ça a été une sensation mais que les gens ne s'imaginent même pas. Entre le soulagement et la panique. Le soulagement parce que je savais, au fond de moi, j'avais déjà posé les mots. Je savais que mon fils était autiste. Et potentiellement, je savais même déjà à peu près quel degré d'autisme parce qu'il avait aucune déficience intellectuelle. C'est un enfant qui, depuis qu'il est petit, fait des trucs qui nous hallucinent tout le temps. Mais j'avais besoin que quelqu'un reconnaisse enfin que j'étais pas une maman parano. Qu'il y avait bien quelque chose. Et elle, en un rendez-vous, alors qu'elle connaissait pas le gamin, elle l'a vu. Et donc, elle nous a orientés vers un hôpital parisien qui s'appelle Robert Debré et qui a un centre un peu spécialisé pour les enfants TSA. Ok. Et du coup, alors, comment ça s'est passé quand on vous reçoit, quand on vous annonce tout ça, Robert Debré? Alors, on vous explique ce qui va être mis en place, la prise en charge? Oui, on nous a tout expliqué. Donc, le diagnostic se faisait sur une semaine en hospitalisation de jour. Donc, il fallait venir tous les jours avec lui alors qu'on habitait loin, 1 heure de route, 2 heures dans la journée. Donc déjà, il n'était pas dans les meilleures conditions pour un diagnostic. Au bout de 15 minutes, il s'impatiente. C'est pas le gamin avec qui tu fais des heures de trajet. Donc déjà un peu compliqué, mais ça aurait été un enfant neurotypique, ça aurait pas été aussi compliqué. Donc c'était déjà un des signes. Il a vu orthophoniste, ergothérapeute, logopède, enfin il a vu énormément de spécialistes. Il a pédopsychiatre qui déjà au bout de 2 jours me disait qu'elle se posait pas, elles avaient pas de doute sur le diagnostic. Mais comme j'avais 2 enfants d'âge rapproché, je venais avec mon 2e. Et elle commençait déjà à me dire, mais par contre le 2e, va falloir qu'on le voit. Parce que souvent, quand il y a une fratrie, on évalue les 2, mais déjà le 2e, on le voit, il y a des choses qui nous titillent. Donc du coup, avant même d'avoir le diagnostic confirmé pour mon grand, j'avais déjà peut-être potentiellement des signes, un diagnostic. Et il avait quel âge à ce moment-là, le 2e? Alors, mon grand avait 2 ans et demi, donc 1 an et demi. Enfin, ils ont 1 an d'écart, donc voilà. Donc du coup, déjà là, on voyait des choses. L'annonce, moi je savais. Le résultat, j'ai plutôt voulu que l'annonce se fasse au papa, parce que le papa était dans le déni du début jusqu'à la veille du diagnostic. Il espérait qu'on nous dise mais non, il a rien, il est normal. Si on
On accepte le terme normal, hein, parce que personne, aucune personne dans la vie évidemment. n'est normale. Mhm. Et donc du coup, j'avais besoin vraiment qu'un professionnel de santé lui dise, parce que moi je lui disais déjà depuis longtemps, mais il trouvait que j'étais. En fait, c'est peut-être par rapport aussi à mon fonctionnement. Moi, dès que la pédiatre de ville m'a parlé d'autisme, moi je suis rentrée à fond dans le truc. J'ai été lire des livres sur l'autisme, je savais quel était le protocole de diagnostic. Je savais même autant que les médecins. Moi, je fonctionne comme ça. Et qui fait qu'aujourd'hui, dans la prise en charge de mes enfants, ils font pas toutes les prises en charge parce que je les prends en charge moi. Je suis pas orthophonique, je suis pas tout ça, mais j'ai suivi leur cours. Et donc, du coup, j'étais pas au même niveau de ma connaissance vis-à-vis de l'autisme. Lui, il était au niveau 0 et moi, j'étais au niveau je sais pas combien. Donc, j'ai voulu vraiment qu'il la soit entre quatre yeux et qu'il lui explique pour que cette phase de déni parte. C'est pas parti tout de suite, mais avec le temps, il a fini par accepter. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là pour la prise en charge ? Est-ce que vous commencez à vous poser des questions sur, là il avait 2 ans et demi, donc sur l'école, comment ça va se passer à l'école ? Est-ce qu'il aura un accompagnement, etc. Moi non, parce que j'avais déjà toutes les infos. J'étais déjà dans des forums de mamans, d'enfants. Tu sais, j'avais déjà toutes les infos. Je savais qu'il fallait que je fasse un dossier MDPH. J'ai fait mon dossier sans assistante sociale parce que je m'étais déjà renseignée. Enfin voilà, moi c'est mon fonctionnement un peu, faut que ça soit efficace. Donc du coup, j'avais peu de questions. J'avais déjà compris que mes fils avaient un profil plutôt neurotypique sans déficience intellectuelle, donc qu'il y aurait pas de grosses difficultés à l'école, que ça allait être beaucoup des difficultés sur la communication, sur la sociabilité et certaines spécificités comme le sommeil, etc. Parce que à partir du jour où on nous a posé le diagnostic, on nous a donné de la mélatonine, du jour au lendemain, nos enfants ont fait leur nuit, ce qui n'avait jamais été le cas parce que qui dit autisme dit dans la plupart des cas des troubles du sommeil. Alors justement, est-ce que tu peux en parler de ces troubles du sommeil ? Est-ce que ce sont des difficultés à s'endormir ou des éveils nocturnes ? Alors chez nous, c'est des difficultés à s'endormir, c'est des enfants qui ressassent leur journée, qui sont tellement dans leur esprit, ça fuse tellement qu'ils n'arrivent pas à se poser. Problème que je connais très bien. Sans ça peut durer des heures à essayer de les endormir. Et donc, on avait des enfants qui dormaient pas avant 2 heures du matin. Moi, je dormais parce que, je l'avoue ici, je ne me suis jamais réveillée de la naissance de mes fils à quasiment presque aujourd'hui. Mon ex-mari se réveillait, il me les mettait au sein. Et il les récupérait, il les mettait au lit. Donc, sur ça, très bon papa par rapport à ça. Et c'est lui qui faisait les veillées jusqu'à 2 heures du matin avec 2 enfants qui ne veulent pas dormir. Oh là 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 là. Voilà. Et du jour au lendemain, la mélatonine et miracle, ils dorment. Et donc là, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, donc ils ont 6 et 7 ans, enfin 7 ans et 8 ans maintenant, et ils sont sous mélatonine tous les jours, parce que sans ça, on peut pas. Et donc justement, si tu peux revenir juste sur précisément leur diagnostic, expliquer le nom, le terme, et puis expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, le diagnostic de mon aîné, qui a 8 ans, c'est TSA, sans déficience intellectuelle. Ça, c'est ce qu'on nous a dit à l'époque. Et maintenant, TSA, trouble du spectre de l'autisme. Et donc, qui dit spectre dit qu'il y a une diversité potentielle de niveau et de sévérité de l'autisme. Et lui, il était déjà dans le niveau léger à modéré. En plus de ça, quand on a fait les tests plutôt de QI, en tout cas de capacité intellectuelle, il était largement au-dessus de la moyenne. Et c'est ce que maintenant, ils ont tendance à appeler les espèces de TSA-HPI. Ouais, d'accord. Anciennement appelé autiste Asperger. Ouais, HPI, haut potentiel intellectuel et Asperger. Et Asperger, qui est un terme qui a disparu maintenant de point de vue des professionnels de santé. Mais finalement, quand on dit Asperger, les gens comprennent. Oui. Donc moi, c'est un terme que j'utilise encore dans le langage juste pour expliquer aux gens. C'est plus simple de dire il est autiste Asperger que il est TSA-HPI. Oui. Voilà, il faut déjà traduire TSA, faut en plus traduire HPI. Autiste Asperger, ça passe plus facilement. Ok. Et du coup, parce qu'il faut qu'on rembobine un petit peu les choses pour revenir après dessus, juste pour qu'on puisse comprendre. Après, tu as eu donc aux alentours de... Tu as dit que tes filles sont 1 an de différence. 13 donc mois tu as d'écart. eu très vite un désir de 2e enfant. On va la refaire. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer? Alors, petit bébé surprise. J'ai été très naïve. On m'a tellement dit que quand tu allaites exclusivement, tu peux pas tomber enceinte.
J'allaitais exclusivement la méthode Mama, ou je sais plus comment ils appellent. En tout cas, il faut pas espacer les tétés d'un certain nombre d'heures et tout. J'ai fait ça. J'ai eu des suites de couches très rapides. Alors, j'ai des amis, quand on en parle, et je suis très cash sur ça, moi j'ai pas de tabou, qui ont eu des saignements pendant un mois et demi. Moi, au bout de 15 jours, le problème était réglé. Donc, j'ai repris une activité sexuelle très vite parce que je me sentais prête. D'autant plus qu'avec des grossesses à risque, vous pensez bien que la chose était interdite. Donc, comme monsieur attendait et que moi-même j'en avais envie mais que je ne pouvais pas, on n'a pas attendu 10 ans. Donc, on a repris une activité sexuelle assez rapidement. Sans contraception, puisque de toute façon, je savais que j'allaitais et que je voulais pas de transmission d'hormones, parce que je sais que des fois, les hormones peuvent être soit masculinisantes, féminisantes chez les enfants et tout. Donc, je voulais attendre qu'ils soient un peu plus grands, qu'ils aient 6 mois pour reprendre une contraception. J'avais rendez-vous chez la sage-femme pour poser un stérilet. Mais ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé comme je pensais. voulais. Exactement. Et donc, j'avais rendez-vous chez la sage-femme le samedi. Le mercredi, je mange, j'ai faim, j'ai des nausées. Je me suis dit, tiens, c'est une sensation qui me rappelle quelque chose. Sans plus. Le jeudi, je me couche, et puis le jeudi, je me réveille, j'ai mal au sein. Je me suis dit, mais non. Ah là là. Mais non. La douleur au sein, ça trompe pas. Donc, j'avais un test de grossesse qui se baladait à la maison, je le fais, le truc est positif. Mais faut que je rembobine. Donc, parce que je suis allée il avait 5 mois. Faut que je rembobine. On avait eu un rapport, parce que j'avais pas de contraception, donc on mettait des préservatifs. On a eu un rapport avec un accident de préservatif. J'ai pris la pilule du lendemain. Parce que je me suis dit, c'était proche de ma période d'ovulation potentielle, parce que je m'étonnais, une espèce de calcul de potentielle période d'ovulation. J'ai pris la pilule du lendemain. Qui n'a pas fonctionné. Mon fils a 7 ans. Mon fils a 7 ans, donc elle n'a clairement pas fonctionné. Et c'était vraiment ce soir-là, parce que quand on a fait la datation, ça ne pouvait être que ce soir-là. Et donc, du coup, cet enfant voulait être là. Il voulait. Et il a le caractère de quelqu'un qui avait prévu. Vous étiez pas prêts, moi je me suis imposée, je suis là et vous allez du coup devoir faire avec moi. C'est exactement ça, mon fils. Ok, donc quand t'apprends cette grossesse, ton fils a 5 mois, et comment vous accueillez ça, toi et ton chéri? Compliqué, parce que j'ai fait mon test de grossesse le matin, donc le jeudi matin en me réveillant. Je l'ai fait, je l'ai ramené dans la chambre de mon fils et je l'ai mis au sein. Et le truc était posé sur l'espèce de chaise dans laquelle je l'allaitais. J'attendais le résultat. Et je suis là en train de me bercer, en train de me dire, mais non, ça peut pas être ça. Mais non, tu n'es pas enceinte. Mais non. Et puis je vois la bande le plus apparaître. Et là, j'ai mon bébé au sein et je suis en train de pleurer, en train de me dire, eh mon Dieu, comment je vais dire ça à mes parents? Le réflexe débile. Je suis mariée, j'ai déjà un enfant. Je ne sais même pas comment je vais dire ça à mon mari. Comment je vais dire ça à mes parents? Et j'étais en mode en panique et je venais de trouver un emploi. Parce que j'ai passé mes entretiens enceinte de mon aîné, ils m'ont attendu. Ils ont attendu que je finisse mon congé maternité. C'est pas dans n'importe quelle boîte, hein, ça. Ça, c'est qu'ils te voulaient, voilà. Là, c'est Je suis arrivée au mois d'octobre, je suis tombée enceinte fin décembre. Donc, j'étais en période d'essai. Donc, dès le jour même, donc j'ai appris ça un jeudi, le jour même, j'en ai parlé à ma responsable en lui disant, écoute, il se passe ça. Je comprendrais tout à fait que vous me gardiez pas parce que vous m'avez attendu, je vous fais Elle m'a dit, il n'est pas question de ça, ta période d'essai est déjà validée, il y a aucun problème, ça a posé aucun problème à personne. Donc du coup, professionnellement parlant, j'avais déjà résolu la difficulté. Cette partie-là. Ce qui a été difficile, c'est que lors de ma première grossesse, on devait se marier. Église, mairie, tout était prévu. On a reporté le mariage religieux, on a gardé que le mariage civil. En se disant, comme ça, j'aurai mon mariage en belle robe, pas enceinte. Je me suis mariée en civil, enceinte de 6 mois. Et à l'église, enceinte de 6 mois. Du même terme, exactement. C'est fou. Et donc, du coup, c'était très marrant parce que là où j'ai acheté ma robe de mariée, il a fallu que je leur dise de finalement garder la jusqu'à l'année prochaine parce que je suis enceinte. Et quand je suis revenue 1 an après, j'arrive, elles me voient enceinte, mais elles ont pété. J'étais leur première cliente. C'était leur première vente quand elles ont ouvert. Donc elles se souvenaient de moi. Et c'était mort de rire. Mais bon, j'ai eu un bébé sage. Il a attendu que je fasse mon mariage. Mon ventre est sorti pendant la soirée. J'avais un ventre plat à 6 mois de grossesse, ça ne se voyait pas. Et pendant la soirée, j'ai dû appeler ma mère en mode je suffoque.
Mon ventre a fait que faire boum. Une fois que tout était fini, j'étais posée. C'est fou, la je me force suis assise, le truc a fait boum. Mais oui, mais la pression, le stress, et puis là, ça y est, c'est bon. Exactement. Il a pris sa position juste après, et heureusement, ma mère avait anticipé. Elle m'avait pris une autre robe, un peu ample, parce que je n'aurais pas pu rentrer dans quoi que ce soit. Donc ouais, ça s'est passé comme ça. Et du coup, est-ce que cette grossesse a été aussi compliquée que la première, niveau nausées, vomissements, etc. Alors, un peu moins sur les nausées, même si j'ai vomi. Et là, j'ai pas perdu 10 kilos, j'en ai perdu 7. Donc j'ai un peu moins vomi. Pour moi, 10 kilos, c'était déjà la cata, donc 7, ça allait. J'ai eu aussi, parce que j'étais suivie par les mêmes personnes, donc j'ai eu le même protocole. Par rapport aux anxiolytiques pour les vomissements. Et là encore, on t'a jamais parlé d'hyperinèse gravidique, parce que maintenant jamais. on en parle, hein, de justement quand on allait nauser les vomissements comme ça, ou trans. Jamais. Ils m'ont juste dit. En plus, j'avais un gynécologue un peu à l'ancienne, des fois même d'ailleurs très maladroit, qui me disait mais c'est parce que même les contractions que j'avais, c'est parce que regardez votre gabarit, vous êtes toute mince, votre corps n'est pas fait pour ça. Votre corps n'est pas fait pour ça. Oui, j'ai droit à ça. Votre utérus n'est pas fait pour ça. Donc du coup, voilà, j'ai eu droit à ça. Merci le Gigi. Très sympathique le mec. Du coup, j'ai eu à peu près la même grossesse, mais un peu plus, les mêmes difficultés, mais un peu plus tardivement. Pour mon aîné, ça a été à 4 mois. Alitement, enfin, etc. et protocole, enfin, menace d'accouchement prématuré. Et pour mon deuxième, ça a été à 6 mois juste après le mariage. C'est-à-dire qu'il m'a laissé faire mon mariage. Ouais, profiter. Voilà. Même si j'étais vraiment, je faisais très attention, hein. Comme j'avais connu l'alitement, j'ai pas eu une grossesse où je montais, je descendais. J'étais quand même assez prudente. Même mon mariage, les gens m'ont pas vu beaucoup danser, me lever. J'étais assise tranquille. Bon, 2 jours après le mariage, je suis passée à la maternité. Je suis partie à la maternité parce que j'avais des contractions et je savais ce qu'ils allaient me dire. Et donc là, ça a été à partir de 6 mois. Donc j'ai eu 2 mois de répit en plus par rapport à la première grossesse. D'accord. Et alors cet accouchement, ce deuxième accouchement, bien déroulé aussi. Le gars a failli partir en plongeon là. Il a fallu qu'on le rattrape en vol. Non mais c'était quasiment ça. Parce que j'ai perdu les os comme pour le premier, 37 semaines, jour pour jour. J'ai perdu les os comme ça, en étant en train de marcher chez moi tranquillement. Et donc je suis allée à la maternité, ils m'ont fait la péridurale, comme pour la première. Je n'avais pas besoin de savoir c'était quoi les sensations, j'avais juste ça. C'était pas la peine, Voilà. Les 15 minutes n'étaient pas obligatoires. 15 minutes n'étaient pas nécessaires. Donc du coup j'ai pris la péridurale tout de suite, mais elle n'a pas fonctionné. Disons que elle a anesthésié mes jambes, mais pas là où ça devait anesthésier. Donc du coup... T'as tout senti en fait. J'ai tout senti, mais c'était pas grave. Je me sentais prête à la limite, parce que j'aurais pu rappeler l'anesthésiste. Et j'ai préféré laisser les choses comme elles étaient. Et là, je savais que quand j'allais pousser, j'allais sentir ce qui se passe. Parce que la première fois, je poussais, mais je savais pas ce que je poussais. Donc, du coup, et une fois arrivée à la maternité, donc ils m'ont fait la péridurale, ils m'ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Je disais à la sage-femme, il descend là. Il descend. Elle m'a dit, mais non, je viens de vous mesurer. Et j'étais peut-être à 6 cm. Je suis passée de 6 à 10 en quelques minutes. Et donc, du coup, le gamin, il était déjà le passage avait déjà été fait il y a pas longtemps. Starting block. Et je l'ai entendu paniquer. Elle avait même pas ses gants. Il a fallu qu'elle mette ses gants pendant qu'elle mettait sa main limite pour bloquer la tête de l'enfant, qu'elle appelle ses collègues. C'est pour ça que je dis qu'ils l'ont quasiment rattrapé au vol. Parce que ça s'est fait assez vite. Assez rapidement. Et le travail a duré quoi? Même pas 10 heures. Et du coup, pareil, allaitement exclusif pour ton allaitement deuxième. Exclusif. J'ai essayé de faire un peu différemment. Donc le premier, on me l'a posé, on me l'a mis au sein. Le deuxième, on me l'a posé sur le ventre et je l'ai laissé trouver mes seins. Parce que j'avais déjà un peu plus et j'étais déjà un peu plus formée sur l'allaitement. Et à ce moment-là, j'étais à la Leche League, même en tant qu'intervenante. Je faisais des interventions pour parler de l'allaitement long à des mamans qui, elles, étaient convaincues de 4 mois, 6 mois. Moi, j'avais déjà 1 an d'allaitement et je prévoyais d'allaiter mon aîné jusqu'à ce qu'il veuille arrêter et mon deuxième jusqu'à ce qu'il veuille arrêter aussi. Et donc, du coup, il a trouvé le sein tout de suite. Ça s'est tout de suite bien passé, même si je sentais que c'était pas aussi fluide que l'aîné. Et donc, j'ai très vite pris rendez-vous avec une consultante en lactation. Et c'est là qu'on a découvert qu'il avait le frein de langue et le frein de lèvres. D'accord. Et que ça expliquait pourquoi c'est un bébé qui pleurait beaucoup, parce qu'il avait un reflux gastrique diagnostiqué. Il avait déjà 16 mois, le pauvre. 16 donc mois. il a souffert 16 mois. Oh là là, donc la position allongée devait être hyper Exactement. douloureuse. Et pour moi, c'était juste un bébé difficile.
Tu vois comment... Et qui était tout tout de le temps suite, enceinte, qui était tout le temps porte-bébé, debout, que bébé... Et en voilà. fait, il souffrait. Il souffrait, le pauvre. Ouais. Et c'est la consultante en lactation qui a vu les freins et qui a soupçonné le RGO et qui m'a envoyé voir un ORL qui a fait... Il a couper les freins et qui m'a diagnostiqué officiellement le RGO et qui m'a donné un traitement. Et je suis passée d'un bébé compliqué à un bébé adorable. Voilà. Ben oui, parce qu'il souffrait, c'était pas... Exactement. Les pleurs étaient liés à de la souffrance. Exactement. D'accord. Et du coup, alors, comment ça se passait avec ton fils qui était tout petit, le premier, qui avait 1 an, qui commençait peut-être à marcher, et ton petit bébé, comment ça se passait? Alors, l'organisation, avec 2 enfants en bas âge? Assez simple, franchement. Assez simple, parce que moi, je suis pas... Je suis le genre de maman un peu bohème, tu vois. J'emmenais mes fils partout avec moi. J'ai acheté une poussette double. J'avais un porte-bébé, un devant, un derrière. J'allaitais l'un. Je me suis toujours débrouillée. J'ai pas galéré. En plus, on a eu des difficultés à trouver des places en crèche. 2 bébés, 1 an d'écart. Ça nous coûtait un salaire. Donc à ce moment-là, mon ex-mari a décidé d'arrêter de travailler. Il les a gardés presque 2 ans à la maison. Donc il s'en occupait. Au bout d'1 an et demi, comme mon grand devait rentrer en maternelle, on s'est dit on va le mettre quand même chez une assistante maternelle qui a d'autres enfants pour la sociabilité, puisque on avait déjà un diagnostic de TSA et il n'acceptait que nous et son frère et quelques personnes proches, cousins, cousines. Donc on s'est dit il faut qu'il connaisse d'autres enfants avant de le mettre dans le grand bain de la maternelle. Du coup ça l'a soulagé un peu parce qu'il avait plus que le dernier. Et une fois que le dernier a eu l'âge d'aller chez Nounou, 2 ans à peu près, lui, il a pu reprendre le travail. Donc, voilà, sur ça s'est bien passé. La chose qui était un peu plus difficile, c'est que mon deuxième a fini par lâcher l'allaitement au bout de 3 ans et des poussières. Ah oui, il voulait pas arrêter. Lui, la cantine était bonne. Lui, il voulait pas arrêter. Il voulait pas arrêter, là. Et franchement... à la fin, j'en avais assez. Je parlais beaucoup avec mon fils en lui disant, tu sais, maman, vraiment, ça me convient plus. Ça te convient encore, mais tu peux pas être égoïste comme ça. Alors, déjà, tu as débarqué là, déjà, et tu peux pas me poser un allaitement jusqu'à ta majorité, ce n'est pas possible. Et il fallait tout le temps se justifier vis-à-vis de la famille. Déjà, dès qu'il a eu plus d'1 an, les médecins qui te disent oui mais ça sert plus à rien, alors que franchement quand on regarde les recommandations de l'OMS, c'est allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et jusqu'à 2 ans en parallèle d'une alimentation diversifiée. Donc déjà au moins c'est 2 ans. Sauf que le lobbying du lait maternisé ne va jamais te dire 2 ans parce que ils perdent du chiffre d'affaires. Donc du coup déjà au bout d'1 an les médecins commencent à te dire bof ça a plus beaucoup d'intérêt, etc. Après, passé 1 an, t'es confronté au regard des gens. Un enfant qui marche et qui vient au sein de sa maman. Après, t'es confronté aux remarques de la famille, des proches, et aux remarques non sollicitées, hein, d'ailleurs. Oui. Mais bon, et j'ai fini par, au bout d'un moment, dire aux gens, mais j'allaite mon enfant jusqu'à ce que j'ai envie d'arrêter. S'il a envie d'être majeur et d'être dans mes seins, c'est son problème. C'est ça. En fait, la question, c'est est-ce que toi, ça te convient? Est-ce que lui, ça lui convient? Voilà. Les autres, le reste? Exactement. Et il a fini par lâcher l'affaire au bout d'un moment, même si j'ai quand même un enfant de 7 ans qui est encore pendu à mes seins, c'est encore son doudou. C'est-à-dire que pour dormir, il vient, il frotte sa tête. Il a gardé ça, en fait, et en il mémoire. en parle parce qu'il a arrêté, il était déjà grand et conscient. Il me dit, maman, tu te rappelles quand je buvais ton lait dans tes tétés? Il en parle encore. C'est quelque chose qui l'a marqué. Et du coup, alors, pour ton deuxième, quels ont été les signes? Est-ce que ça a été les mêmes signes ou pas? Moi, je voyais pas de signe pour mon deuxième et je reste toujours convaincue aujourd'hui que mon deuxième n'est pas TSA, que mon deuxième est TDAH. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut... Trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Et que il a un profil TSA par mimétisme de son frère. Voilà. Parce qu'il a grandi avec un seul exemple, c'est son frère TSA. Donc, il a fini par mimer certains comportements de son frère, mais je suis pas sûre que s'il avait été l'aîné, on aurait diagnostiqué un TSA comme ça. D'accord. Et donc, le problème, c'est que le TDAH est une comorbidité du TSA, mais en même temps, tu peux avoir un TSA seul ou être TDAH seul. Donc, jusqu'à maintenant, c'est même très complexe pour les professionnels de santé qui le suivent, me disent,
ok, c'est pas grave, même si le TSA il est pas vraiment, au moins il a un dossier MDPH. Et le TDAH se diagnostique après 8 ans en fait. Donc c'est pas plus mal qu'il ait été Au moins il a déjà une prise en charge. Il a déjà une prise en charge dans laquelle on le traite plus comme un enfant TDAH que comme un enfant TSA. D'accord. Et j'ai 2 enfants totalement différents. Un qui bouge partout, qui est moteur, qui est ceci. Après qui est peut-être TDAH mais avec une suspicion d'HPI. On a fait leur QI il y a pas longtemps. Moi-même j'étais là, j'ai fait ah d'accord. Tout ça. Voilà. C'est des enfants très intelligents qui s'intéressent à plein de choses. J'ai un enfant de 7 ans qui cherche des vidéos d'opérations chirurgicales sur YouTube. Parce qu'il veut voir comment se passe un accouchement. J'ai un enfant qui fait des schémas du développement embryonnaire. Dans l'avion, j'étais assise dans l'avion à côté de quelqu'un et mon fils était en train de lui faire du schéma du développement embryonnaire des premières cellules qui se divisent au bébé à terme. Les gens étaient hallucinés. Eh oui, il a 7 ans. Tu m'étonnes. Il te parle des planètes, il connaît quel gaz, quelle superficie, quelle est la distance entre telles. C'est une bibliothèque. Ouais. Il sait plein de choses. Il est très curieux. Exactement. Par contre, c'est le TDAH est là parce qu'il est super dissipé. Distrait. Ça part dans tous les sens. Il a besoin sans cesse de changer d'activité aussi. D'être stimulé en permanence. Alors que mon grand est posé. Le gars est tranquille. Lui, c'est les maths depuis qu'il est petit, donc il a pas changé. Il est resté dans son domaine, dans son champ de... Il calcule tout. Voilà. Dès qu'on lui dit un chiffre, il se met à calculer un truc. Même s'il y a aucun rapport. Il y a pas besoin de calculer. Le gars est tout le temps en train de faire des maths. Et du coup, alors, quels sont leurs suivis? Est-ce qu'ils ont les mêmes suivis tous les deux ou des suivis différents? Suivis différents. Alors, mon grand a l'orthophoniste, la psychologue, donc c'est des psychologues spécifiques pour le TSA qu'on appelle des psychologues ABA, c'est une méthode particulière pour les enfants autistes et d'autres difficultés du neurodéveloppement. Il est suivi par une psychomotricienne et une ergothérapeute et des éducateurs spécialisés. D'accord. Donc il a le suivi le plus complet qui existe. Quand je dis aux gens que mes enfants ont ce suivi-là, ils sont hallucinés. Mais après, je suis quelqu'un de débrouillard. Je suis rentrée dans des associations. Je me suis renseignée, je suis allée taper aux portes, je voulais qu'en fait, aux 10 ans de mes enfants, on me parle plus trop de leurs difficultés liées à l'autisme. Mon objectif dans ma tête, c'est que on me dise, vers les 10 ans de mes enfants, ou même peut-être plus tard, je leur laisserai le temps dont ils ont besoin, qui sont TSA NOS, c'est-à-dire TSA non significatif, c'est-à-dire qu'ils sont TSA, mais que aujourd'hui les symptômes ne se voient plus. Et c'est ça mon objectif. Et c'est pour ça que, en plus de ce suivi-là chez les professionnels de santé, moi, je leur fais beaucoup de choses à la maison. Tout ce que les professionnels de santé me disent, essayez ça, faites ci. J'achète un livre, je me documente, je lis, je teste, je fais plein de trucs. Et mon deuxième a un peu moins de suivi, parce que c'est un peu moins lourd le TDAH que le TSA. Du coup, il a la psychologue ABA, et l'orthophoniste, il l'a fait pour des troubles alimentaires, parce que mes 2 fils ont des troubles alimentaires également. Et les éducateurs. Alimentaires, ils ont des troubles de l'oralité. Oui, troubles de l'oralité. Troubles de l'oralité alimentaire. Alors, mon aîné, c'est plus complexe. Il a un trouble de l'oralité alimentaire lié à sa rigidité de personne autiste. C'est-à-dire qu'il a choisi, depuis qu'il est petit, que tout ce qui est comestible, c'est blanc, beige, jaune. Quand on le sort de ces couleurs-là, on l'a perdu. Voilà. Donc, du coup, pour lui, il va manger des pâtes, il va manger du riz, il va manger des frites, il va manger des knackis. On a réussi à introduire les knackis qui sont déjà un peu plus foncés. Du jambon, fallait que ce soit du jambon de dinde, plus blanc. Il mange du poulet grillé, mais que la partie pas grillée. Blanche. Voilà. Sans sel, sans poivre, sans rien, pas de goût, très compliqué. Et pour aller dans l'extrême, c'est un enfant, je suis obligée de commander son dentifrice dans un pays, je ne sais où, parce que le dentifrice est sans odeur et sans goût. Ah oui. Parce qu'il ne supporte pas. C'est vraiment un problème d'hypersensibilité orale. On lui fait de la rééducation, donc tous les jours, je dois passer des espèces de petites baguettes dans sa bouche avec une mousse, avec une petite chanson pour désensibiliser des zones. Parce que, en fait, son trouble de l'oralité est mental, mais sensoriel aussi. Dès que les aliments arrivent à une certaine zone de sa bouche, il a un réflexe nauséeux. Donc, il vomit. Donc, j'avais un enfant qui, quand je brossais ses dents, vomissait le matin. Ah oui. Quand je lui donnais certains aliments, il vomissait. Donc, on est obligé de faire ça au quotidien. Il a aussi des fidgets, des trucs qui doivent mordre, qui vibrent pour désensibiliser les zones de la bouche. Donc ça, c'est du travail au quotidien. Ouais.
D'accord. Et bon, maintenant qu'il est un peu plus grand, il a 8 ans, je commence un peu à ralentir. Je lui mets pas la pression tous les jours. Mais Parce que comment ça se passe à la cantine, du coup, ça pose souci? Je donne son repas tous les jours. D'accord. Tous les jours, je donne, et puis c'est un enfant autiste, donc tous les jours, ça doit être la même chose. Donc tous les jours, je donne des pâtes, du riz, ce qu'il aime, avec un yaourt, et c'est ça son repas à la cantine. D'accord. Voilà, donc il a un PAI pour l'école. Mon petit... Projet d'accompagnement individualisé. C'est ça. Mon petit... D'ailleurs, je savais même pas ce qu'il y avait derrière PAI. Je me suis jamais posé la question. Mon petit, il a un trouble de l'oralité, mais un peu différent. Lui, il a un trouble de la déglutition. Il met dans la bouche, il mâche, il séquestre dans les joues, et puis il sait pas quoi en faire. Ah. Il met trop dans la bouche, donc du coup, il arrive plus à faire le mouvement de la déglutition, donc d'avaler les aliments. Donc c'est pas un enfant qui peut manger à table tout seul. Faut être à côté. Et comme il n'est pas concentré parce qu'il y a le TDAH, le gamin, il oublie ce qu'il est en train de faire. Donc il se lève, il va faire ceci, cela, et puis au bout d'un moment, il a plein de trucs dans sa bouche et il s'étouffe. Parce que... Ça doit être... les premières fois que ça s'est passé, ça a dû être impressionnant, quand même. C'est ça. Après, j'étais pas perdue parce que j'ai le même trouble de l'oralité que lui. D'accord. Donc, voilà, j'ai tout de suite compris où on en était. D'accord. Et là aussi, il a un suivi par rapport à ça. Et à l'école, est-ce qu'ils ont, peut-être que ton premier fils, il a un accompagnement ou pas? Un aménagement? Les deux, ils ont des AESH, anciennement appelés AVS, en 12 heures par semaine, donc c'est des mutualisés. D'ailleurs, il a même fait les 2 enfants et d'autres enfants de l'école. Ils en ont besoin, mon grand en a besoin parce qu'il a besoin qu'on lui traduise les consignes des exercices dans un langage qu'il comprend. C'est-à-dire que les personnes TSA ont des fois du mal à lire ce qui est implicite. Et souvent les consignes sont un peu implicites, les donc inférences. il a besoin, exactement, il a besoin qu'on lui traduise parce que ça a beau être un enfant intelligent, si on lui donne un exercice en lui donnant un exemple, par exemple, mets dans le carré la couleur de la forme que tu vois. Et l'exemple ce sera le carré, tu mets rouge. Il va mettre rouge partout. Alors que c'est un enfant qui comprend, mais l'exemple dit mets rouge, donc il va mettre rouge partout. Si t'as pas quelqu'un derrière pour lui dire non, essaie de faire ça sur un deuxième exemple pour voir que c'est pas la même chose, il n'arrive pas à faire les exercices. Il est aussi accompagné parce qu'il a un retard psychomoteur au niveau motricité fine. Donc l'écriture, c'est hiéroglyphe, tout ce que vous voulez, c'est incompréhensible. Donc là, en suivi qu'il a en supplémentaire depuis 6 mois, il voit une graphothérapeute. D'accord, je connaissais pas. Parce que maintenant, on commence à comprendre ce qu'il écrit. Mais on comprenait pas du tout, c'était très compliqué. Le petit, il a l'AVS, mais c'est plutôt pour le recadrer. C'est plutôt... Le recentrer, le stimuler à maintenir son attention, à rester concentré. Exactement. Ok, et dans les aménagements, j'avais une question par rapport au TDAH, parce qu'on sait que l'éducation nationale a des demandes particulières auprès des jeunes enfants, qui sont pas toujours très adaptés à leur rythme de développement. Et est-ce qu'on l'autorise, entre guillemets, à pouvoir se lever, bouger un peu, parce que quand on a un TDAH, on a besoin justement de bouger. Est-ce que ça fait partie de ces aménagements? Alors, c'est maîtresse dépendant. Ok. Moi, très tôt, quand on fait la rentrée, je demande à rencontrer les maîtresses en leur disant, je suis pas une maman chiante, hein. J'ai totalement confiance en votre capacité à faire le développement intellectuel et scolaire de mes enfants. Par contre, mes enfants fonctionnent comme ça. Aaron a besoin de bouger. Vous pouvez déterminer avec lui des moments. Il faut qu'il ait un sas de décompression. Faut pas qu'il se sente autorisé à se lever tout le temps. Mais vous pouvez lui dire, par exemple, dans la matinée, t'as droit à 15 minutes où tu te lèves et tu fais ce que tu as à faire et tu reviens. Et comme à la maison, c'est exactement ce que je fais, ils sont habitués à ce rythme-là. Juste le fait de savoir que là, dans 1 heure, je vais pouvoir sauter partout, il reste calme tout le reste du temps. Voilà. Et c'est des choses à mettre en place avec les maîtresses. C'est vrai que des fois, elles me disent, mais votre approche est appréciable parce qu'il y a des parents qui viennent et qui nous font que des reproches. Mais à aucun moment, ils nous ont dit comment leur enfant fonctionne. On connaît pas l'enfant quand il arrive à la rentrée. On sait pas, on n'a pas son dossier, on sait pas d'où il vient, quel est son historique. On nous dit juste, dans ta classe, tu as un enfant à profil atypique. Ah non, mais ce qui est sûr, moi je trouve que c'est pas... Alors voilà, blâmer forcément les professeurs des écoles, c'est pas facile pour eux non plus, parce qu'ils n'ont pas la formation pour, souvent ils n'ont pas d'éléments sur les enfants, et en plus ils doivent gérer tous les autres enfants. Donc c'est pas évident, mais c'est intéressant de savoir que là c'est une possibilité
possibilité d'aménagement. Quand là tu Exactement. fais cette demande, elle peut être acceptée. Oui, et ça les maîtresses, elles acceptent. Moi, le seul vrai aménagement qu'ils ont, c'est qu'ils ont un casque anti-bruit. Ok. Parce que c'est des enfants qui supportent leur bruit à eux, hein. Par contre, le bruit des autres, ils n'aiment pas trop. Donc, à la cantine, c'est très bruyant. Ils y vont avec le casque anti-bruit qui étouffe un peu le gros volume, même s'ils le sollicitent de moins en moins. En CP, il le demandait beaucoup, mon aîné, et puis en CE1, il le demande moins. Le petit le demande encore beaucoup. Parce qu'il a besoin de se mettre un peu dans sa bulle de temps en temps. Et c'est des enfants qui arrivent à saturation assez rapidement. Ils peuvent être super excités avec d'autres enfants jouer, et puis de seul coup, les stimuli, de seul coup, c'est plus le même enfant. Là, il est énervé, il faut qu'il aille dans un coin. Donc du coup, ça peut être des choses qui permettent d'apaiser un peu. Et justement, je voulais parler un petit peu de la société. Est-ce que tu t'es senti parfois jugée par la société ou voilà, tu te balades avec tes enfants, tu as un enfant, peut-être ton fils va être un peu agité, tu te sens jugée, est-ce que tu peux en parler? Alors oui, mais je m'en fiche, très honnêtement. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je suis la maman qui, quand mes fils faisaient des crises au centre commercial, se jetaient par terre, je me couchais par terre avec eux et je criais avec eux. Les gens pensent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à faire, mais vraiment, ça me passe 3 kilomètres au-dessus de la tête. J'ai même joué le jeu juste pour mettre les gens mal à l'aise. Parce que les gens, quand ils voient un enfant s'énerver dans un magasin, c'est un enfant mal élevé. Eh ben, j'ai fait floquer des t-shirts à mes enfants. Je suis autiste et pas mal élevée, et ma maman sait très bien comment s'occuper de moi. Et donc, je leur mettais ces t-shirts-là quand on allait dans les centres commerciaux. Et quand les gens finissaient par lire le t-shirt, ils se sentaient gênés d'avoir jugé, en fait. Eh ben, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, mais je voyais la réaction des gens, presque désolés dans leur regard mais je savais pas que c'était un enfant avec un porteur de handicap. Ils avaient une autre approche après. Donc du coup, je me suis pas trop sentie gênée. Moi, je suis la maman sans combine. Franchement, s'il faut que je m'assoie par terre, que j'allaite c'est pas très grave. Et du coup, alors, justement, là, tu disais que tu parlais un peu de toi. Revenons un peu à toi. Est-ce qu'avec tous ces suivis, l'école, on n'a pas parlé je suppose qu'ils doivent faire des activités extrascolaires en plus des suivis? Le judo, la musique. Voilà. Donc ils en font. Comment toi, tu arrives à t'accorder du temps? Parce que tu disais que tu es séparée de ton mari, donc il y a des temps où tu as tes enfants, il y a des temps où il les a aussi. Comment tu arrives à t'accorder du temps? Déjà, le fait d'être séparés, j'ai 1 semaine sur 2 à moi. Donc, d'accord, ils sont en garde alternée. Exactement, on est en garde alternée, il habite à côté de chez moi et on s'entend bien. Donc, dès qu'il s'agit des enfants et même en dehors des enfants, on a gardé quand même un contact très respectueux. Je dirais pas jusqu'à dire amical, mais vraiment très respectueux. On arrive à s'organiser pour le bien-être des enfants. Donc, ça me permet d'avoir du temps pour moi, ce que je n'avais pas du tout avant. Avant la séparation, j'étais maman dans ce truc de l'autisme et il y avait que ça. Et maintenant, j'ai du temps pour moi. Je m'étais mis à 80% aussi d'activité pendant 2 ans pour faire le début des suivis. Maintenant, j'ai repris une activité à 100% qui me permet la semaine où j'ai les enfants, en fait, je ne fais que m'occuper d'eux. Et la semaine où j'ai pas les enfants, je vis ma best life. C'est toi, je fais toutes les activités, c'est moi, voilà, faut même pas me parler d'enfants. et ça peut choquer, mais je suis le genre de maman, la semaine ils sont avec leur papa, je les appelle pas, parce que j'ai 100% confiance en leur père sur sa capacité à s'occuper d'eux. Donc, je suis pas inquiète. Déjà, même quand ils m'appellent, déjà, je pense que c'est un drame. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Et j'ai pas des enfants qui vont réclamer de me parler. Ils sont bien avec leur papa. Exactement, ils sont bien avec papa, ils sont bien avec maman, donc ils réclament pas l'autre parent. Et du coup, donc, tu arrives à t'accorder du temps quand tes enfants sont en garde alternée et tu arrives à faire des activités, des choses pour toi. Énormément de choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu disais que tu es une pile électrique. Ah oui, je suis une pile électrique. Et je pense que je suis une pile électrique parce que j'ai pas un quotidien qui est facile avec les enfants que j'ai, même si c'est des formes qui sont pas les plus complexes, hein. Mais des fois, ils sont en période de crise, tu sais pas comment les apaiser. Des fois, c'est compliqué. Ça demande énormément d'énergie. Donc, j'ai besoin de cet exutoire-là. Et donc, du coup, en dehors du fait d'être maman et de m'occuper de mes enfants, déjà, j'ai un métier à responsabilité.
donc qui me demande de travailler. Je suis cadre, donc j'ai pas d'horaire, je peux arriver tôt, partir tard, rallumer l'ordinateur à la maison. Je fais beaucoup de sport. Donc après les enfants, il y a une période où j'avais pris un peu de poids, pas excessif, hein, mais je me suis revue en photo en vacances et je me suis dit, c'est ça ton corps là aujourd'hui, je veux pas ça. Tu es quelqu'un qui a été sportif toute ta vie, tu peux pas te laisser aller. Donc je fais de la muscu, je fais du crossfit, je fais de la boxe thaï, qui était un sport que je voulais faire depuis enfant, mais je m'étais jamais autorisée. Je fais de la moto, je fais de la peinture, j'écris. Je me suis lancée dans un truc en me disant, ça va peut-être jamais sortir, hein, mais j'ai décidé d'écrire ce qui me passe en tête et tout. Voilà, tout ce que je peux faire, je fais. Parce que j'ai besoin de ce moment d'exutoire, de dépenser. Des fois, c'est frustrant quand tu peux pas faire certaines choses avec tes enfants pour telle ou telle raison. J'ai un sac de frappe chez moi, je descends, je vais cogner dans un sac de frappe. Au moins, je cogne sur personne d'autre. Les collègues m'énervent au travail, je vais boxer. Tu vois, dès qu'il y a un truc, j'ai besoin de me dépenser, je sais que j'ai ça. Exactement. Donc, et c'est un message que je fais souvent passer à mes amis qui me disent, mais comment tu fais avec les enfants que tu as, avec le travail que tu as, tu fais tout ça de choses. Nous-mêmes, rien qu'en regardant tes stories, on est fatigués. Je leur dis, mais déjà, c'est parce que, par exemple, le sport que je fais 5 séances de sport par semaine. J'en ai besoin. Je fais pas du sport parce que je vais atteindre un objectif de corps. Si je fais pas mon sport, il y a un truc qui frappe toc toc dans ma tête et qui me dit que j'ai une énergie en trop là et que je dois dépenser. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je fais où je m'oblige. C'est pas une contrainte. C'est pas une contrainte, c'est limite un peu vital, tu vois. Donc du coup, c'est pas j'y vais volontiers. Et c'est comme ça pour toutes mes autres activités, j'y vais parce que c'était des choses que je voulais faire depuis enfant. Je me suis pas autorisée à les faire parce que après tu rentres dans la vie active, vie maritale et tout ça. Une semaine sur deux, je n'ai pas de responsabilité, donc je peux aller faire de la moto si j'ai envie. Je peux aller faire ce que j'ai envie de faire et les enfants ne sont pas un frein. Bien sûr, avantage de la garde alternée, mais pas que. Même les semaines où j'ai mes enfants, j'arrive à aller au sport avec eux parce que j'ai pris des abonnements dans des endroits où ils m'autorisent à venir avec mes enfants. D'accord. Je suis chez Fitness Park parce que je suis abonnée à je sais pas combien de salles. Ça, c'est un autre problème. Je suis chez Fitness Park, mais je sais que j'y vais, moi, quand je n'ai pas les enfants. Mais j'ai des salles plus petites où j'y vais avec mes enfants. C'est génial, ça, hein, que tu parles de ça. Ici, en Guadeloupe, bon, je sais pas du tout, s'il y en a je me suis inscrite, je suis là pour 3 semaines de vacances, je me suis inscrite à une salle de CrossFit. J'ai dit au coach hier, écoute, c'est ma dernière séance de la semaine parce que j'ai pas de solution de garde. Il m'a dit, viens avec tes enfants. Ah, bah, génial. Donc ça existe. Il suffit de demander. Quand les gens voient que vous êtes motivés à vous prendre en main, que votre difficulté, c'est le fait de faire garder vos enfants, ils vous proposent des solutions, en fait. Donc, faut pas que ça soit un frein dans la tête des gens. Moi, j'ai des copines qui me disent, mais je suis mal dans mon corps de maman, j'arrive pas, mais comment tu fais? Je leur dis, mais en fait, tu t'as mis ton enfant comme un frein. Ton enfant devait être un moteur. Tu as envie que ton enfant te dise quand tu arrives à un certain âge, oh, maman, tu es belle, maman, tu es sexy. Eh ben, ton enfant devrait être un moteur et pas un frein. Parce que il y a certains endroits où ils vont accepter que ton enfant soit posé dans un coin de la salle en sécurité et toi tu fais ton sport. Et justement, quel message que tu aurais à transmettre aux parents d'enfants qui sont porteurs de handicap? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que c'est pas la fin. Franchement, c'est pas la fin. C'est des enfants qui ont un potentiel, même quand des fois ils sont non-verbaux. C'est des enfants qui ont un potentiel hallucinant. Faut juste trouver le moyen de communication avec eux. Faut pas lâcher et faut pas se lâcher. Parce que si nous, on est dans le mal-être, on va pas accompagner nos enfants comme il faut. Et moi, c'est vraiment ce que je fais en ayant toutes ces activités-là, c'est que je refuse d'être dans un mal-être parce que je vais le transmettre à mes enfants. Mes enfants sont heureux de me voir heureuse et de me voir épanouie, de voir que je fais du sport, que j'aime ce que je fais. Et c'est l'exemple que je vais leur laisser dans la vie. Et même si c'était pas l'objectif même du podcast, même dans mes choix, par exemple, de la séparation, je me suis dit la même chose. Je veux pas donner comme exemple à mes enfants, comme j'ai vu dans ma famille, on reste là parce qu'on a des enfants. On subit, on reste là parce qu'on a des enfants. Je veux que mes enfants sachent que si tu es malheureux, si tu n'es pas bien, la séparation, ça n'a tué personne jusqu'à maintenant, sauf les gens dans des cas extrêmes. Mais peut-être que tu quittes une situation là pour aller vers ton bonheur, un truc. Mais que tu sois seul ou que tu te remettes avec quelqu'un. Moi, j'ai fait le choix d'être seule parce que je suis très bien comme ça.
je vis ma best life. Je m'amuse, je fais des choses pour moi. Ça peut sembler égoïste, mais je vis ma best life. Et quand j'ai mes enfants, je peux me dédier 100% à eux en ayant passé une semaine en mode tranquille où j'arrive la semaine avec mes enfants, j'ai le sourire et j'ai l'énergie pour eux. Mais c'est ça, en fait, c'est un équilibre que tu as trouvé comme ça. Et c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, Exactement. donc de tes enfants. Et sans toutes ces activités aussi que tu fais, ce serait difficile pour toi d'avoir cet équilibre et de bien t'occuper de tes enfants, c'est finalement. Ça. Je serais plus dans la frustration et la frustration, dans le mal-être. Qui dit frustration, mal-être, après, voilà, énervement, etc. Enfin voilà, ça peut être... Et ça peut pas aller avec les choix d'éducation, parce que malgré les difficultés de mes enfants, j'ai fait le choix d'une éducation positive. Je suis pas une maman qui crie, je suis pas une maman qui gronde, je suis pas une maman qui punit. Donc si je suis pas posée pour maintenir ce mode d'éducation, ça ne fait pas. Sort pas. Je m'en sortirai pas. Alors comment tu te sens actuellement là, aujourd'hui? Comment tu te sens? Bien, franchement bien. Il y a autour de moi, j'ai beaucoup de gens des fois qui s'inquiètent, mes parents, des oncles, des tantes qui me disent comment tu fais, t'es seule en France, t'es séparée. Je suis pas seule, les enfants ont un papa avec qui je m'entends bien, donc je suis pas seule déjà. J'arrive à faire tout ce que j'ai à faire. J'arrive à m'occuper de ma carrière, à prendre des décisions, à changer de poste, à faire ce que j'ai envie de faire. Donc je suis dans une phase de ma vie où j'ai 36 ans, mais je vois tellement que je peux encore faire tellement de choses que j'ai l'impression d'être à mes 20 ans en fait. Que le fait d'avoir des enfants n'est pas un frein, que le fait d'être séparé, divorcé n'est pas un frein, que j'ai la vie devant moi pour faire énormément de choses et j'ai l'intention de profiter de la vie jusqu'au maximum. Je peux traverser la rue tout à l'heure là et mourir. Donc faut que j'ai vécu ma best life avant. En tout cas, merci Meryl, merci beaucoup pour cette discussion riche, merci pour ce partage d'expérience. Franchement, je trouve que tu es vraiment un modèle inspirant pour les femmes et on sent vraiment cette combativité, cette énergie que tu as en toi et on sent que finalement avoir des enfants et notamment en plus porteur de handicap, c'est finalement limite un catalyseur pour toi, c'est pas un frein et tu as réussi à trouver un équilibre et merci pour ça, merci pour tes mots et je pense qu'il y a des parents qui vont se reconnaître et j'espère aussi que ça pourra aider certains parents. Donc merci pour ton témoignage. Je trouve que c'est important de donner la parole aussi aux parents qui ont des enfants en situation de handicap. Voilà, il y a les difficultés, ça on en a parlé, il y a les difficultés. Mais il y a des possibilités aussi et c'est important d'en parler aussi. Ne serait-ce que de se réunir entre mamans dans la même situation, surtout sur une île comme en Guadeloupe. Les mamans peuvent être ensemble et faire des choses ensemble, emmener les enfants ensemble. Il y a tellement de possibilités. Moi, je suis dans une association en France dans mon quartier où on se rencontre un dimanche par mois. Les enfants sont là en train de faire leur bordel de jouer et nous, on est là en train de prendre un thé, d'évacuer ce qui va pas, de parler de nos difficultés, de s'aider sur l'administratif. Il y a tellement de choses à faire. Faut pas rester dans son coin. Et du coup, avant de finir, est-ce que tu pourrais te décrire en 3 mots, s'il te plaît? Ah là, ce sera l'exercice le plus difficile. 3 mots. J'ai dit 3 mots. Hyperactive. Épanouie. Chiante. J'y tiens aux chiantes. On va s'arrêter sur ce mot, sur chiante. Merci encore Meryl. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'était l'épisode 23 de Bic à fond. Je remercie infiniment cette femme inspirante, Meryl, d'avoir parlé sans tabou de sa maternité et de la place si importante de son épanouissement personnel. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi, dans 2 semaines, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.